Bonjour Éric Zemmour, Bonjour. bienvenue à la grande interview Merci sur à vous. CNews et Europe 1. Vous êtes le président de Reconquête. Il y a beaucoup de sujets de fond à évoquer avec vous ce matin, des sujets qui engagent l'avenir de notre pays. Mais tout d'abord, l'actualité, Éric Zemmour, ce sont les activistes du bateau pour Gaza, dont l'eurodéputé Rima Hassan, bateau, je le rappelle, arraisonné par la marine israélienne. Les occupants ont été transférés cette nuit à l'aéroport de Tel Aviv pour être expulsés. Mais on a appris ce matin, ce sont les informations d'Europe 1, que Rima Hassan refuserait d'être expulsée. Elle ne signerait pas les papiers. Dans le même temps, Jean-Luc Mélenchon a appelé à une manifestation, un rassemblement hier, rassemblement au cours duquel une journaliste de France Info a été insultée, agressée, qualifiée de facho. La question est celle-ci. Que recherchent Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan? Vous savez, c'est assez simple à comprendre. Je distinguerais Rima Hassan de Jean-Luc Mélenchon, même si leur combat est évidemment commun. Rima Hassan est une activiste pro-palestinienne. Apparemment, c'est le seul sujet qui l'intéresse dans la vie. Je ne vois pas, d'ailleurs, pourquoi elle a demandé la nationalité française. Qu'est-ce qu'elle a de commun avec le peuple français dont elle se moque comme de son dernier kéfier? J'avoue que je ne comprends pas très bien, et d'ailleurs je ne comprends pas très bien non plus pourquoi on lui a donné. Ça, c'est un autre sujet qu'on pourrait reprendre. Elle, c'est exactement ce que disait, vous savez, le roi du Maroc, qui disait la Palestine est l'aphrodisiaque des Arabes. Rima Hassan, elle rentre exactement dans ce schéma. Il n'y a rien d'autre à dire. Elle a tenté une opération de communication qui manifestement s'est retournée contre elle, puisque au lieu d'avoir des mitraillettes et des avions en face d'elle, elle a eu des pains au chocolat. C'est moins victimaire, comme évidemment. Donc là, on voit bien que le service de communication de l'armée israélienne l'a prise à son propre jeu. Passons. Maintenant, Jean-Luc Mélenchon, c'est un autre sujet. Jean-Luc Mélenchon, vous savez, c'est lui qui parle de nouveau peuple, de nouvelle France. Il dit même que ses électeurs de 2022 sont le tiers-État. Dans sa bouche, il connaît bien l'histoire de la Révolution française. Qu'est-ce que ça veut dire? Le tiers-État, c'est le peuple français. C'est celui qui va prendre le pouvoir et qui remplace les aristocrates, les nobles, le roi, etc. Donc, pour lui, ses électeurs, avec un fort pourcentage arabo-musulman, sont le nouveau peuple français qui va remplacer le peuple français. Vous savez, on dit à Danton un jour, quand même tu exagères, les aristocrates que tu envoies à la guillotine, ils sont pour la plupart innocents. Et Danton a cette réponse magnifique, il dit, oui, ils sont innocents, mais ils gênent l'avenir. Et donc, la Palestine fait partie de cette stratégie d'avenir. Exactement. En fait, les Français de souche gênent l'avenir voulu par Jean-Luc Mélenchon, qui est de détruire la France et de la remplacer par un pays arabo-musulman, en tout cas dominé par l'élément arabo-musulman. Et cette stratégie, oui, passant par les urnes, parce que passant par la démographie, tout bêtement. Et cette stratégie pro-palestinienne à tout craint, je rappelle qu'il a axé la campagne des élections européennes sur la Palestine. Je ne vois pas le rapport avec l'Europe. Pareil, il continue là avec Rima Hassan, avec ses manifestations complètement grotesques. Tout ça, évidemment, c'est ce que je vous ai dit. Comme la Palestine est l'aphrodisiaque des Arabes, comme il veut un vote massif de l'électorat arabo-musulman en France, il joue la Palestine. C'est aussi simple que ça. Il l'a théorisé. Et est-ce qu'il a des complices, si je puis dire, objectifs? Par exemple, le président français Emmanuel Macron a exigé le retour des ressortissants français. Il a dénoncé, Éric Zemmour, le blocus humanitaire à Gaza, qualifié de honte, de scandale par le président. Est-ce que vous auriez utilisé le même mot? Écoutez, je n'aurais pas utilisé le même mot. Évidemment, Emmanuel Macron est un Mélenchon au petit pied. C'est-à-dire que Mélenchon veut remplacer le peuple français rapidement et Emmanuel Macron, lui, le remplace lentement. Vous voyez, il prend son temps. C'est un Mélenchon au ralenti, mais c'est les mêmes. Emmanuel Macron, vous savez, quand on accueille 500 000 immigrés, pour la plupart arabo-musulmans, il y a déjà aujourd'hui 100 000 Afghans, par exemple. Et on pourrait demain en accueillir des millions, puisque la Cour nationale de droit d'asile a décrété que toutes les femmes afghanes pouvaient être éligibles au droit d'asile. Donc Emmanuel Macron, lui, c'est simple, il a de plus en plus peur de sa rue arabe. On l'avait vu quand il avait refusé de manifester contre l'antisémitisme. Et donc, il donne des gages
à sa rue arabe, comme un chef d'État arabo-musulman le fait. Vous savez, vous connaissez ça comme moi, les chefs d'État des pays arabes ne sont pas enthousiasmés par la Palestine. En revanche, ils savent que leur peuple l'est, et donc ils donnent des gages régulièrement. Emmanuel Macron fait la même chose. Il est pour la créolisation, alors, à petits pas, si je comprends bien. Bien sûr, vous savez, Emmanuel Macron, vous avez deux choses. Vous avez Jean-Luc Mélenchon, qui est... ce qu'on appelait toujours dans l'histoire de France le parti de l'étranger, qui revient régulièrement dans l'histoire de France. Et vous avez Emmanuel Macron, qui est dans ce même parti de l'étranger à mi-temps. Et de temps en temps, il prend il a des bonnes réflexions, et puis de l'autre côté, il va. Mais vous avez vu ses dernières réflexions. J'imagine qu'on va en parler. Donc, je vais pouvoir développer. Donc. Oui, allez-y. Mais un mot sur le blocus humanitaire. Il a tort de dire ou de dénoncer ce qui est en train de se passer sur le fond, sur la situation à Gaza. Il a tort. Bien, moi, je pense que, en tout cas, je ne suis pas d'accord avec lui. Je pense que il faut bien voir l'origine de cet affrontement. Alors, soit on part du 7 octobre et on voit les horreurs et les massacres perpétrés par le 7 octobre, qui est un pogrom comme, en fait, les Juifs n'en avaient pas connu depuis un siècle, depuis la fin du 19e siècle en Russie, et encore. Deuxièmement, soit on revient à l'origine de l'origine, c'est-à-dire la déclaration de l'ONU en 47-48, et là, on se rappelle simplement que le plan de partage entre deux États avait été accepté par les Israéliens et refusé par les pays arabes et ce qu'on appelle aujourd'hui les Palestiniens. Donc dans les deux cas, les Israéliens veulent se donner 10 ans de répit. C'est tout. Ils auront une guerre éternelle, parce que je pense que le monde arabe n'acceptera jamais l'existence d'un État d'Israël sur la terre, une terre musulmane, et en plus, qui a été musulmane, et en plus, un pays d'Israël qui gagne et qui est armé. Vous savez, dans l'imaginaire arabo-musulman, le juif doit être le dhimmi sur lequel on frappe et qui ne répond pas. Si maintenant il se met à frapper, à répondre, et en plus à gagner les guerres, c'est inadmissible, c'est presque théologiquement inadmissible. C'est une inversion aujourd'hui des choses et exactement. De la réalité. Donc, des les Israéliens, selon vous. Les Israéliens font la guerre. Ils font la guerre comme on l'a fait aujourd'hui. Vous savez, quand les Américains bombardaient Dresde en 1944, il y avait beaucoup d'enfants, il y avait beaucoup de femmes qui mouraient. Et on n'a pas dit que Roosevelt était un criminel contre l'humanité. On n'a pas dit que c'était un génocidaire. Malgré tout, vous n'estimez pas aujourd'hui qu'il y a des limites à cette intervention? Il n'y a aucun génocide. Un génocide, les mots ont un sens, ou alors ils n'en ont plus. On voit bien la dérive des mots. Le génocide, c'est la volonté de détruire tout un peuple. Les Israéliens font la guerre et évidemment, quand vous avez des combattants du Hamas qui se cachent derrière les civils, évidemment que vous bombardez là où il y a des civils. Parlons-en parce qu'une vidéo a provoqué une onde de choc en Belgique. Éric Zemmour, vidéo d'un spectacle tourné lors d'un festival dit de la résistance. On y voit des individus mimés, simuler ce qui ressemble aux terribles attaques du 7 octobre. Dans tous les cas, c'est une célébration des actions du Hamas. Ce matin, sur Europe 1, au micro de Dimitri Pavlenko, un sénateur honoraire belge, Alain Destex, a dénoncé un bouleversement démographique en Belgique. Il parle de Bruxelles comme d'un Venezuela islamisé. Sur CNews, chez Romain Desarbres, une députée européenne belge, Asita Kanko, a sonné l'alerte. Est-ce que le Belgiquistan est le miroir avancé, selon vous, de la France? La Belgique est en petit ce que la France prépare. Ça fait longtemps, vous savez, j'ai beaucoup d'amis belges. J'y vais régulièrement en Belgique parce que mes livres ont un certain succès là-bas et donc je suis souvent invité. De moins en moins maintenant, car la librairie qui me recevait a reçu des menaces de faire sauter sa librairie si on continuait à me recevoir. Vous voyez, c'est ça l'ambiance en Belgique depuis quelques années. La Belgique est une espèce de califat, Bruxelles est une espèce de califat, d'ailleurs avec la complicité des autorités européennes, de la Commission européenne qui arrose tous ces gens de subventions à n'en plus savoir qu'en faire. Vous savez, la démographie, oui, la démographie c'est le destin, je vous le répète depuis 20 ans, pardonnez-moi de radoter, et la Belgique est tout petit. Donc la Belgique est très facilement une conquête facile. Pardon. Vous savez, en plus dans l'histoire, je vais vous dire quelque chose. Quand vous lisez, par exemple, l'histoire de l'Europe d'Henri Pirenne, il vous explique très bien que depuis le Moyen-Âge, celui qui prend la Belgique en Europe prend l'Europe. C'est pour ça que les Français, les Anglais... C'est le vrai ventre mou aujourd'hui de l'Europe. Les Français, les Anglais et les Allemands se sont disputés la Belgique pendant des siècles.
Vous connaissez les guerres de Napoléon, les guerres de 14, de 40, etc. Et même avant. Donc aujourd'hui, on voit bien que l'islam a conquis la Belgique. Et que donc, ça veut dire qu'il va conquérir toute l'Europe. Islam, dites-vous, c'est-à-dire que vous maintenez ce matin sur CNews et Europe 1, Éric Zemmour. Ma chère Sonia, je sais que nous avons... C'est une question. Non, mais vous avez raison, mais je vous lis aussi, j'ai compris que nous avions un désaccord et que vous étiez quelque peu froissé par mon rapprochement entre islam et islamisme. Ce n'est pas mon rôle, je vous pose la question. Non, mais vous avez raison, mais on est des êtres humains aussi, on a le droit d'avoir des sentiments, je comprends très bien. Moi, je vais vous dire... Pourquoi je dis islam n'a aucune différence avec l'islamisme? Tout simplement pour une raison simple. Les islamistes ont un texte auquel ils se réfèrent, le Coran. C'est le même Coran que l'islam. C'est exactement le même. Il n'y a pas de différence. C'est ce texte qui, évidemment, refuse la liberté individuelle, soumission. Islam veut dire soumission. C'est ce texte qui refuse l'égalité. L'égalité, on parle toujours d'égalité entre hommes et femmes, mais il y a aussi l'égalité entre les musulmans et les infidèles. Et c'est ce texte qui ne connaît que la fraternité entre les musulmans et non pas avec les autres, même s'ils sont ses compatriotes. Donc l'islam, c'est l'islamisme, c'est la même chose. En revanche, chère Sonia, je distingue entre l'islam et les musulmans. Je veux dire par là que les musulmans, et c'est ce que je leur demande aux musulmans français, encore une fois aux Français de confession musulmane. Je ne veux pas réformer l'islam, je n'ai pas cette ambition planétaire. Je ne suis pas Luther, vous voyez, je ne suis pas le Luther de l'islam, sûrement pas. En revanche, je leur dis, en 1789, j'ai l'habitude de dire l'islam n'est pas compatible avec la République, mais le judaïsme n'était pas compatible avec la République. Et les révolutionnaires, puis Napoléon, ont exigé des juifs des efforts qu'ils fassent pour rendre compatible leur religion. Et ça s'est fait à marche forcée. À marche forcée, et d'ailleurs, certains rabbins le reprochent encore aujourd'hui à Napoléon. Éric Zemmour, si islam et islamisme est la même chose, une question toute simple. Pourquoi alors les premiers à avoir interdit une branche de l'islamisme, les frères musulmans, sont des pays arabes et musulmans? Je vais vous dire pourquoi. C'est très simple. Les frères musulmans veulent... Vous savez, en islam, il y a toujours, dans toute l'histoire de l'islam, depuis le 7e siècle, il y a des combats internes. On a même... Les théologiens islamiques ont même théoriser ça en fitna. Ils appellent ça la fitna. Et c'est ce qu'ils veulent conjurer tout le temps. Ils rêvent de l'unité. Mais il y a toujours des conflits. Et pourquoi il y a des conflits? Parce qu'il y a toujours des plus musulmans que les autres, qui exigent des musulmans qu'ils se conforment aux règles. C'est bien qu'il y a des nuances. Donc un islam radical, politique, parmi les gens. Non, chère Sonia, non, il n'y a pas de nuances théoriques. Il y a des nuances dans la vie. Oui, évidemment, parce qu'il y a des gens qui se trouvent insupportables, ce système totalitaire qu'est l'islam, qui enrégimente les individus et qui les met sous le contrôle d'une communauté qu'on appelle la Oumma et qui exige. Il y en a certains qui trouvent insupportable de tuer les homosexuels ou les apostats. Il y a certains qui trouvent insupportable d'enfermer les femmes. Oui, mais sauf que ceux-là sont tués ou menacés ou persécutés par les autres. En plus, les frères musulmans voulaient renverser le pouvoir. Donc les gens protègent leur pouvoir et leur prébande. Mais, et c'est pour ça quand j'entends par exemple Marine Le Pen ou Jordan Bardella dire qu'il faut prendre exemple sur l'Égypte, ça me fait sourire. Ou la Jordanie. Pourquoi? Ou la Jordanie. Pourquoi? Parce que ces pays-là, vous avez raison Sonia, interdisent les frères musulmans. Mais dans leur constitution, l'islam est religion d'État. Les femmes sont toutes voilées. Les apostats sont menacés de mort, il n'y a pas de changement. Les homosexuels se tairent, etc., etc. Donc, la vie est régie par l'islam, mais les frères musulmans sont interdits. Les frères musulmans, vous savez, ils datent de 1928. L'islam existe depuis le 7e siècle. Entre le 7e siècle et 1928, l'islam a vécu. Les frères musulmans ne font que reprendre les règles élémentaires de l'islam qu'ils veulent faire appliquer de force, comme ils ont toujours fait, ce qu'ils sont déjà. Donc c'est uniquement une histoire de pouvoir, de prébande, d'avantages, c'est tout. Mais les sociétés islamiques sont islamiques. Je me souviens ce matin que vous parlez à ces Français, et vous ne les confondez pas à ces Français musulmans qui combattent l'islamisme. On peut citer Boualem Sansal, Kamel Daoud et tant d'autres. Boualem Sansal est un ami, et Kamel Daoud, je le connais un peu. Évidemment que ces gens-là, justement, d'ailleurs, sont menacés par les islamistes. Et vous voyez bien qu'ils ne peuvent vivre que dans un pays non musulman. Ce n'est pas un hasard. En Algérie, ce n'est pas les frères musulmans qui gouvernent. Et pourtant, Boualem Sansal a été enfermé.
C'est une phrase, on passe à la politique strictement nationale et même politicienne, Éric Zemmour, qui a déclenché une avalanche de réactions. Elle a été dite d'ailleurs au moment des 1 an de la dissolution. Certains préfèrent pendant ce temps-là brainwasher sur l'invasion du pays et les derniers faits divers, alors qu'une grande partie, si ce n'est l'écrasante majorité de la France, s'interroge, s'inquiète sur les violences et les scènes d'émeutes après la victoire du PSG. De quoi cette phrase, selon vous, est-elle le révélateur ? De plusieurs choses. D'abord, je note que Emmanuel Macron est passé en une semaine de bien jouer frère à brainwasher. Vous savez, vous me connaissez, le langage a pour moi une importance, il est très révélateur. Et là, comme par hasard, Emmanuel Macron a utilisé le langage de nos deux colonisateurs, si j'ose dire, c'est-à-dire la colonisation mondialiste, brainwasher, et la colonisation islamique, ce langage des racailles de la banlieue, qui s'appellent tous frères, d'ailleurs, c'est normal. Mondialiste et islamiste dans la main pour... Mais oui, il y a une alliance, pour l'instant, entre la colonisation mondialiste qui favorise la colonisation islamique pour détruire tout ce qu'il y a de France en France, tout ce qui reste de France en France. Et c'est une alliance que j'avais comparée jadis à l'alliance germano-soviétique en 1940. Ils finiront par s'affronter, mais en attendant, ils sont alliés contre nous et contre, encore une fois, ce qui reste de France en France. Emmanuel Macron, ça ne m'étonne pas de lui. Emmanuel Macron est l'incarnation de ce qu'on peut appeler la post-modernité, c'est-à-dire celui qui croit que les individus ne sont que des individus. C'est-à-dire qu'ils sont des individus absolument déracinés, qui n'ont pas de passé, qui n'ont pas d'histoire, qui n'ont pas de culture, qui n'ont pas de mœurs. Je rappelle qu'il disait que la culture française n'existait pas. Moi, je considère exactement le contraire. Je cite souvent, vous savez, Auguste Comte qui disait « les morts gouvernent les vivants ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je crois au contraire que les gens sont des êtres enracinés, qu'ils ont une culture, un passé, des mœurs, une histoire, des héros, et que quand on les trimballe de pays en pays, ils gardent ses mœurs et ses coutumes et ses traditions et ses histoires. Et c'est notre problème. Vous ne leur reprochez pas de garder les mœurs et les coutumes. Mais bien sûr que je ne leur reproche pas, ils ne peuvent pas faire autrement. Qu'est-ce qu'on propose à la place ? On va en parler également. Si vous voulez, simplement, Emmanuel Macron, lui, fait venir, comme tous ses prédécesseurs, des centaines de milliers de personnes qui n'ont pas nos mœurs, nos cultures, nos traditions et notre histoire. Et qui, en plus, ont un passé de conflits terribles depuis les croisades jusqu'à la colonisation, avec notre civilisation. Donc il installe encore plus cette guerre de civilisation sur notre sol, qui est, si vous voulez, on parlait de la Belgique tout à l'heure, qui est une espèce de libanisation avancée. Donc j'imagine que le mot barbare, Éric Zemmour, vous le reprenez à votre compte, utilisé par le ministre de l'Intérieur, qui a été qualifié, Bruno Retailleau, de raciste, parce que la France insoumise, il y a vu une forme d'essentialisation, de stigmatisation de Français d'origine étrangère qui auraient des mœurs et des codes culturels étrangers à la France. Vous reprenez ce mot ? Je le reprends dans le sens, disons, du XVIIe siècle, c'est-à-dire les barbaresques. Vous savez, les barbaresques, c'était ces pillards qui venaient d'Algérie ou de Tunisie d'ailleurs, et qui se jetaient sur les côtes françaises, qui faisaient des razzias, qui volaient, qui pillaient, qui enlevaient les femmes pour les violer ou pour les emmener en Arabie Saoudite. Je dirais, moi, quand j'ai vu... La comparaison vous paraît... Là, c'est raison moi, je avec pense ce qui se c'est passe. exactement ce qui se passe. Comparaison vaut raison. Moi, je crois que quand je les vois faire, qu'est-ce qu'ils font ? Ils pillent, ils volent. S'ils peuvent, ils violent. C'est exactement comme leurs ancêtres barbaresques. Alors évidemment, encore une fois, tous les musulmans qui sont en France n'agissent pas ainsi. Mais eux, ils agissent exactement comme leurs ancêtres. Comment vous expliquez que les mêmes dans leur pays d'origine, si on remonte à la première, deuxième ou même troisième génération, ne font pas la même chose ? Pour deux raisons. C'est culturel. Mais non, j'ai une réponse. Vous avez tout à fait raison. C'est un vrai sujet. D'ailleurs, je le remarque que même ici, quand c'est les soirées de l'Aïd, ils ne le font pas. Ils font ça quand c'est le 14 juillet ou le 31 décembre ou un match de foot. Mais il y a deux raisons, selon moi. La première, c'est que ces jeunes-là détestent la France et les Français. Ce sont des gouers, comme maintenant le mot est devenu célèbre, puisque même des comiques maghrébins les utilisent. Donc ce sont des gouers. Qu'est-ce que ce sont ? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. La fraternité, c'est uniquement pour les musulmans. Les autres sont des infidèles qu'il faut persécuter, voire tuer. Ça, c'est la première chose. Ils nous détestent. Ils détestent la France, ils détestent les Français. Deuxième raison, plus profonde, et qui rapporte d'ailleurs à un propos, il y a 1 an, je crois, d'Emmanuel Macron. Vous vous souvenez quand il a parlé de processus de décivilisation ? Il faisait référence,
il a tout à fait raison d'ailleurs, à Norbert Elias et à son analyse du processus de civilisation. Qu'est-ce que c'est que le processus de civilisation? Je vais essayer de résumer en une phrase, 2 tomes importants. C'est le fait qu'en France, puis en Europe, les sociétés ont réussi à régler les désordres par l'autocontrôle, l'autocontrôle des passions, des pulsions et des émotions. D'autres civilisations n'ont pas réglé ça comme ça. La civilisation arabo-musulmane, elle, n'a pas réglé ça par l'autocontrôle, mais par l'autorité ou l'autorité. Exactement, par la répression violente. Quand vous avez des représentants des 2 civilisations, la civilisation qui s'autocontrôle, parce qu'elle a été éduquée comme ça depuis des siècles, et la civilisation qui ne s'autocontrôle pas, mais qui voit qu'il n'y a pas de répression violente, mais c'est la pampa. Et certains affirment à l'inverse, Éric Zemmour, que c'est un refoulé de la colonisation, que c'est un refoulé de tout ce qui se trame et que c'est une réponse, alors effectivement, sauvage, débridée, agressive, violente, mais une réponse mais je vous ai dit dans par mais je ne suis pas en désaccord avec cela. Ça dépend comment on l'entend. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je pense effectivement que ces jeunes-là veulent prendre la revanche de la civilisation sur nous, qu'on les a éduqués, je discutais avec des amis algériens qui me l'ont confirmé, dans les écoles algériennes, on leur explique que la France les a pillés et que donc, il est tout à fait logique qu'ils nous pillent à nouveau. Donc, qu'ils prennent des allocations en pagaille, c'est normal, qu'ils sans travailler, c'est normal, qu'ils pillent et qu'ils volent, à la limite, c'est normal, puisqu'ils doivent se revancher de la colonisation française. Alors comment on répond à cela? Au-delà des défis sécuritaires, judiciaires, comment aujourd'hui, si vous arrivez au pouvoir ou si vous aspirez toujours à être candidat, on lutte contre la détestation, la haine de la France? Alors, d'abord on lutte, avant tout, parce que ça c'est la dernière étape, mais d'abord on rétablit l'ordre et justement, comme on fait le bon diagnostic, c'est-à-dire qu'on sait que ces gens-là ne sont pas dans l'autocontrôle, on n'espère pas une rédemption. On ne fait pas comme ces juges qui disent on va lui donner une peine d'intérêt général. Attendez, d'abord on punit, et on punit sévèrement. D'abord dans ces manifestations, j'étais très étonné, chère Sonia, la police a fait comme d'habitude. C'est-à-dire qu'elle n'a rien fait. Et pourquoi elle n'a rien fait? Parce qu'elle a reçu des ordres de ne rien faire. J'ai des policiers qui ont témoigné auprès de moi que le préfet, et donc le ministre, M. Retailleau, leur a donné l'ordre de rester dans les voitures. Qu'auriez-vous fait comme M. Trump? Vous envoyez l'armée, des réservistes? Attendez. Je pense qu'en France, avant d'envoyer l'armée, nous pouvons envoyer des policiers qui sont formés pour ça et qui peuvent régler leurs comptes assez barbares. Régler leurs comptes? Oui, je pense que là, il faut être ferme. Excusez-moi, on est dans un pays où les gilets jaunes, en partie, ont été épargnés. Justement, je note que la seule fois depuis 40 ans où les policiers se sont montrés impitoyables, c'est avec des gilets jaunes, peut-être parce que c'était des Français blancs. Je me pose la question. Parce que pour le reste, à chaque fois qu'il y a des exactions par des arabo-musulmans, alors là, les policiers restent dans les voitures et ils ont des ordres pour cela. Qui sont par ailleurs des Français depuis 2-3 générations. Oui, mais vous savez que qu'ils soient français, ils détestent les Français. C'est comme ça. En tout cas, cela. Deuxièmement, on rétablit la prison. C'est-à-dire que la prison redevient le centre. Et si on n'a pas le temps de construire des prisons, on paye des prisons à l'étranger. Les Italiens, les Suédois, les Danois nous donnent l'exemple. Il y a des prisons au Kosovo, il y a des prisons en Lituanie. On paye, ça nous coûtera toujours moins cher. Troisièmement, on supprime toutes les allocations aux parents de ces jeunes. J'ai remarqué sur vos images que le jeune qui avait fait exploser un abribus avait 15 ans. Je me suis interrogé pendant 30 secondes et je me suis rappelé ce que je faisais à 15 ans à 23 heures. Je vous assure qu'à 15 ans, à 23 heures, j'étais à la maison. Je ne traînais pas dehors, comme disait ma mère. Donc, si vous voulez, là, il y a une responsabilité des parents. Donc, on leur enlève les allocations. Quatrièmement, pour les majeurs qui sont double nationalité, vous savez comme moi que la plupart ont la double nationalité, car dans les lois algériennes, tunisiennes, marocaines, la nationalité ne se perd jamais de ses parents, de ses grands-parents. On les déchoit de nationalité à partir d'un certain délit et évidemment de crime. Et cinquièmement, on les renvoie. C'est la fameuse remigration. Ces gens-là n'ont rien à faire en France. D'ailleurs, ils ne veulent pas être français, ils le disent eux-mêmes. Ils n'aiment pas les Français, ils seront mieux dans le pays de leurs parents. On va conclure par une question plus politique. Éric Zemmour, vous exprimez peu, on vous voit peu, à l'inverse d'ailleurs de l'eurodéputée Sarah Knafo. Est-ce qu'il faut y voir une stratégie, une tactique un peu comme au rugby? Je sais que vous préférez le foot. Non, j'aime aussi le rugby. Mais sortir du dernier moment de la mêlée pour être candidat? Non, c'est pas cela. C'est que j'en avais assez, si vous voulez. J'avais pas envie de faire le commentateur permanent. Voilà, j'avais pas envie
de répondre à des questions avec des gens qui me coupent la parole immédiatement. Ce que vous ne faites pas, je vous en sais gré. Maintenant, vous voyez, j'interviens, je fais beaucoup de choses. J'écris. C'est pas ma question. Non, mais je vous dis, je vais voir les militants de mon parti, je travaille. Donc vous restez plus que jamais candidat à la présidentielle. Donc je reste plus que jamais, en tout cas, président de Reconquête, et j'observe la situation politique qui est fort mouvante, vous me l'accorderez. En tant que candidat à la présidentielle ? Nous verrons. Pour l'instant, c'est pas... Vous savez, les gens qui sont candidats et qui sont favoris 2 ans avant, en général, ils perdent. Merci Éric Zemmour, c'était votre grande interview. Bonne journée, à bientôt. Merci à vous.